Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais rendre visite à Airbus Hélicoptère sur leur site du Bourget et je vous emmène avec moi pour cette visite. C'est parti! Ça c'est un... et donc il faut les... Donc là c'est les pompes de deux côtés. On reçoit en fait. Bonjour Clément. Bonjour Elodie, bienvenue sur le site du Bourget. On est ravis de t'accueillir sur le site d'Airbus Hélicoptère et on va essayer de te faire découvrir notre activité. On est sur un site d'à peu près 35 000 m² où on va fabriquer tous les éléments dynamiques composites pour nos hélicoptères. Donc on est un site de 800 personnes pour produire ça et on a la chaîne complète de la pale et des éléments de dynamique composite. Donc la chaîne complète, ça commence avec le bureau d'études qui design les pales. On va vers la préparation ou les méthodes qui industrialisent avec les moyens et les méthodes. Et enfin la production. Mais on a aussi une grosse partie qui est le support et service. Donc on reçoit des pales du client et on va venir les réparer. Les chiffres, en gros, c'est à peu près 7000 pales produites par an et 1500 pales réparées sur notre site. Et comme type d'hélicoptère, vous faites à la fois du civil et du militaire? On fait effectivement toute la gamme des hélicoptères d'Airbus Hélicoptère. On a 100% de la gamme, on a même les machines. On produit encore des pales pour le support sur des machines qui ne sont plus produites. La particularité, c'est que nos pales sont utilisées à la fois effectivement dans le civil et dans le militaire. Les plateformes sont duales chez Airbus Hélicoptère, donc quand on fait du Super Puma, la pale elle est produite indifféremment pour du militaire ou pour du civil. Merci Clément pour cette présentation. Alors, il me semble qu'on va se revoir un petit peu plus tard dans la vidéo. Exactement, je vous attends dans l'atelier pour qu'on aille interviewer des compagnons pour qu'ils vous partagent leur passion du métier. A tout de suite. A tout de suite. Bonjour Gaëtan. Bonjour Elodie, bienvenue sur notre site. Merci beaucoup. Je te suis pour la visite. C'est parti. Merci. Bien. Je te propose de commencer par la partie logique de la conception d'une pale d'hélicoptère. Le bureau d'études. Exactement. Donc je te présente Charles-Louis, responsable du pôle technique. Bonjour Charles. Enchanté. Bienvenue au bureau d'études. Voilà, là c'est ce qu'on appelle l'allée des pales. Donc on a en fait l'histoire de nos pales qu'on a développées depuis le début de l'aérospatiale. Donc là on a la dernière génération qui est la pale du H160, alors qui a une spécificité, comme on voit, elle est en double flèche. Ça a été développé avec l'Onera pour réduire le bruit de la machine dans des phases d'approche. Et alors c'est impressionnant, hein, quand j'ai entendu le premier vol du H160, on a vraiment une sensation qui est complètement différente par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Alors maintenant, si on regarde la physique, on a réduit de 50% le bruit, mais en même temps, le bruit est beaucoup plus confortable aux oreilles. Hein, donc ça fait deux effets qui font qu'on apprécie énormément par rapport aux autres hélicos. Et puis ça lui donne un look incroyable, Oui, hein, donc moderne, et franchement c'est top. Là on a la plus lourde, hein, donc c'est celle du NH90, 112 kg. Elle a une spécificité, c'est qu'elle est dégivrée, donc ça permet de voler dans les conditions où on peut avoir du givre. Donc ça c'est important pour les conditions opérationnelles du NH90. Hein. Donc ça c'est notre plus grosse pale. Et si on redescend, hein, on va aller jusqu'à celle de l'Écureuil, qui a 33 kg. Au début, on développait des pales métalliques, hein, donc pour l'Alouette, et puis à partir de la Gazelle, on a commencé avec les pales composites. Et donc l'Écureuil, elle est quand même emblématique parce que c'est une pale robuste, c'est une pale où on a fabriqué des milliers, hein, et c'est celle qu'on voit le plus dans le monde. Hein. Elle est très simple de conception, mais elle est très robuste et très appréciée par nos clients. La pale Écureuil, elle a été pensée pour être le plus simple possible au niveau fabrication, parce que l'idée de l'Écureuil au début, c'était vraiment de faire un appareil on va dire économique. Hein, on appelait ça la deux chevaux à l'époque des hélicos. Désert, ouais. Et ça a été un succès puisque on en vend encore des centaines. Et c'est pour ça qu'on a vraiment quelque chose de très simple. On a aussi des moyeux, hein, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas... Non, il n'y a pas que les pales. En fait, dans le centre, on fait toutes les pièces, on appelle ça des ensembles dynamiques composites. Hein, donc on est spécialisé dans le composite. Donc là, on a le moyeu,
on va dire ce qui retient en fait la pale qu'on a vue tout à l'heure, le moyeu du H160. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un moyeu? Peut-être que ça parle pas à tout le monde. Alors peut-être on peut le voir aussi sur celui de l'écureuil, parce que celui ici c'est celui de l'écureuil. Donc le moyeu en fait c'est ce qui va entraîner les pales, c'est ce qui va retenir la force centrifuge et ce qui va permettre après, on va le voir avec les composants, je vais vous expliquer, de piloter la machine. Alors là on a différentes technologies. Là on est sur du thermoplastique, et là sur du thermodur. Alors fibre de carbone, fibre de verre. Thermoplastique, le gros intérêt, c'est plus vert, c'est-à-dire que dans le principe, c'est recyclable. Thermodur, quand vous l'avez cuit une fois, vous ne pouvez plus le retravailler. Thermoplastique, dans le principe, on peut le retravailler, il y a moins de solvant, donc c'est pour ça qu'on l'avait choisi aussi sur le H160. Est-ce que c'est plus léger aussi? Non, non. Par contre, c'est très résistant à la propagation. Et puis aussi, c'est fail-safe. Ce qu'on dit fail-safe, c'est-à-dire que même si on a un délaminage complet, on a montré que malgré ce, on était capable de supporter les charges de vol. Et ça, c'est un vrai plus pour le client aussi. Alors maintenant, la dynamique du rotor. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que sur un rotor, on va avoir le pas collectif, le pas cyclique. Pas collectif, ça veut dire qu'on va monter le plateau cyclique pour avoir un pas constant, identique sur chacune des pales, ce qui va permettre de faire la sustentation. Puis après, le pas cyclique, ça va permettre d'orienter le rotor. Et donc, on va donner une composante horizontale à la poussée, et donc ce qui va permettre en fait de piloter la machine. Donc ça veut dire que au niveau de chaque pale, on va être obligé de libérer la fonction de pas. Donc la rotation en pas, ici vous avez ce qu'on appelle le manchon, ici vous avez la pale, ça c'est le moyeu de l'écureuil, vous avez la liaison avec la pale ici. Ici vous avez ce qu'on appelle la butée sphérique qui va faire en fait effet de rotule, ce qui va permettre de libérer les rotations. Donc première rotation, la rotation en pas, qui va être réalisée à ce niveau-là, et donc qui va permettre au manchon, via ce levier de pas, de tourner suivant cet axe-là. Première rotation. Ensuite, si on a du pas, ça induit du battement. On va induire du battement au niveau de la pale. Et c'est là où la spécificité du moyeu Starflex, c'est-à-dire que c'est cette lame-là qui est très fine en fibre de verre du Starflex qui va se déformer. Donc on va autoriser, en fait, pour nous, elle est pas souple, mais vue par le rotor, elle est souple. Et donc, le battement de la pale va en fait entraîner la flexion du moyeu. Et donc, sur chaque tour rotor, on va avoir une flexion différente. Donc, il faut imaginer qu'on va avoir une fatigue par rapport aux voilures tournantes avec des nombres de cycles énormes. Le rotor, par exemple, de l'écureuil tourne à 390 tours minute. C'est-à-dire 390 fois par minute, la pale va monter-descendre et donc le bras va monter-descendre. Vous verrez à la fin le labo où on va tester toutes ces pièces en fatigue et il va falloir montrer que malgré ces sollicitations en fatigue, on a une tenue de nos pièces pour assurer la sécurité des passagers. Dernier axe, c'est l'axe de traînée. Donc par l'effet de Coriolis, si on a du battement, c'est l'effet en fait de la patineuse sur la glace, en montant les bras, on accélère. Donc la pale montant, elle va accélérer et on va avoir aussi en fait un effet, un mouvement entraîné de la pale. Donc il faut, pour assurer la mécanique de vol du rotor, libérer ces trois rotations. Le pas, le battement, la traînée. Si on ne le fait pas, on a des efforts au niveau du moyeu qui sont pas tenables. Et donc ça, c'est vraiment important. Et une de nos spécificités, c'est cette butée sphérique qui permet, au lieu, dans les anciens rotors, on avait en fait des batteries de roulement, c'est-à-dire que pour chaque axe, on avait une batterie de roulement qui libérait les rotations. Là, avec une butée en élastomère, on est capable de libérer les trois rotations comme sur une rotule. Merci beaucoup pour ces explications. Alors moi, je serais très curieuse d'aller découvrir votre bureau d'études. Alors, je vous laisse dans les mains encore de Gaëtan, donc qui va aller vous faire voir les métiers, design, stress, qui sont réalisés au niveau du site. Merci Charles. Merci à vous. Elodie, suite aux explications de Charles, je te propose de rentrer dans l'Open Space développement et innovation et on va te présenter 3 familles de métiers. Donc le métier de design, de calcul et ensuite tu auras l'occasion de voir un chef de projet sur l'industrialisation. Et là tout de suite, je te laisse dans les mains de Arabe qui va te présenter le métier de calcul. Bonjour Arabe. Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre métier, s'il vous plaît, de votre rôle dans cette chaîne de fabrication d'une pale d'hélicoptère? Oui, tout à fait. Alors, mon travail consiste à dimensionner des pales du rotor arrière et des pales de rotor principal d'hélicoptère, que ce soit du civil ou du militaire. Au début, on a une forme aérodynamique, donc un volume. Et dans ce volume, on doit y intégrer notre technologie, notre savoir-faire pour répondre à une spécification. C'est une tenue en statique, une tenue en fatigue, au flambage. Enfin, c'est des termes un peu techniques, mais c'est vraiment une spécification. Après ça, on va utiliser deux types d'outils. Un outil d'abord analytique, donc là c'est juste la feuille et puis le stylo. Et puis on fait un calcul de résistance des matériaux. L'autre outil, il est plutôt numérique, c'est un peu ce qu'on voit ici. On utilise un logiciel de calcul de structure où on va venir créer un maillage, donc discrétiser un peu le volume de la pale. Donc c'est plein de petits éléments où on va y affecter des caractéristiques, matériaux, pour pouvoir sortir, grâce à cet outil, des données qu'on va utiliser pour le dimensionnement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser toute la pale, donc on aura vraiment quelque chose de représentatif de la pale en termes de comportement. Ensuite, on va y appliquer les charges que la pale voit en vol. Et en fonction de ces charges, on va sortir les données, extraire de ce logiciel des données dont on va se servir pour le dimensionnement. Ça peut être un gradient de contrainte, un gradient de déplacement, de déformation. Et avec cela, on pourra dire qu'elle tient les charges et pouvoir même se projeter sur une durée de vie de la pale. Alors, ces deux outils ne suffisent pas, analytique et numérique. Il faut aussi faire des essais, c'est plus concret. Donc là, on a différents essais qu'on peut faire à petite ou grande échelle. Alors, petite échelle, c'est des essais sur éprouvette. On va plutôt chercher les caractéristiques matériaux. Et on a des essais alors à plus grande échelle. Là, c'est sur des tronçons. Ce qu'on appelle tronçons, c'est des morceaux de pale qu'on va venir découper et qu'on va venir solliciter, parce qu'on a un laboratoire ici qui nous permet, à l'aide de vérins, d'appliquer des charges que la pale verrait en vol. Alors ces charges, bien sûr, sont amplifiées pour qu'on puisse nous prendre en compte des coefficients de sécurité. Des marges. Exactement. Et donc ça va nous conforter sur notre analyse préliminaire, analytique et numérique. C'est vous qui guidez ces essais-là? Tout à fait. Donc c'est nous qui donnons le programme d'essai, on assiste à l'essai, on post-traite les essais et on fait toute l'étude en amont et en aval. Et alors, une fois que toute cette phase est faite, quelle est la prochaine étape pour la pale? Alors une fois qu'on a fait ça, donc on est déjà rassuré. Et donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, on va se projeter surtout sur ce qu'on appelle un dossier permis to fly, donc c'est une autorisation de vol. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer tout un dossier. On va faire en sorte d'équiper les pales avec un équipement extensométrique qui va nous permettre en temps réel de voir les charges de la pale. Une fois que tout ça est consolidé, c'est de préparer avec l'organisme certificateur, donc le HASA, qui est l'Agence européenne de sécurité aérienne, de préparer tout un dossier pour pouvoir faire la certification, cette fois, de la pale. Merci beaucoup pour la présentation de votre métier. Merci beaucoup, Arab. Donc, Elodie, maintenant, je te propose, après avoir vu le métier de calcul, d'aller voir Marin qui nous attend pour te présenter son métier de design. Bonjour Marin. Salut, ça va bien? Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc Marin Provost, je suis ingénieur conception des systèmes rotor, donc plus précisément sur la pale. Et je travaille ici depuis 2 ans et demi, après mon stage de fin d'études. Et j'ai fait les STACA auparavant, pendant 5 ans. Point commun. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? On appelle ça comment, un designer? Oui, c'est ça, designer, oui. C'est plus commun. Donc moi, je vais intervenir sur tout le cycle de vie de la pale. Donc déjà, dans la phase de pré-développement, mon rôle, ça va être de regrouper les exigences. Donc elles peuvent provenir du projet, elles peuvent provenir de la réglementation, et elles peuvent également provenir des différents métiers avec qui on est en interaction. Donc, par exemple, les rotors, avec qui on va être en interface, l'aérodynamique, la dynamique et le service calcul. Ensuite, dans un second temps, et c'est un petit peu la partie la plus connue du métier, il va y avoir toute la partie de définition détaillée, donc avec la réalisation des 3D et des 2D, qui permettront la fabrication, tout simplement, derrière de la pale. Lors de cette définition détaillée, on va aussi définir des essais qui permettront de vérifier qu'on respecte bien les exigences dont j'avais parlé juste avant, et également la rédaction de documents qui permettent la certification, donc pour pouvoir mettre en vol après d'autres produits. Après, on ne s'arrête pas là. Quand la pale est mise en production, on assure le support à la production. Donc, dans un premier temps, sur des pales techno, donc c'est les premières pales fabriquées où il va y avoir des ajustements à faire.
Et ensuite, on va traiter tout ce qu'on appelle les non-conformités. C'est quand il y a un écart par rapport à notre définition. On va voir si cet écart est acceptable ou non par rapport aux exigences donc de la spécification et également par rapport à la sécurité. Et enfin, quand la pale est chez le client, donc en vol, on assure aussi un support client, donc par exemple à travers les réparations. On va aider à définir des réparations qui garantissent de garder la qualité de notre produit. Et donc tes principaux outils de travail? Beaucoup CATIA, justement pour tout ce qui est la partie définition détaillée, donc les 3D, la réalisation de plans, des logiciels aussi internes sur toute la phase de pré-développement qui vont permettre les échanges, les interactions avec les différents services. Et c'est toi qui vas inventer tout le design de la pelle ou déjà quand le projet t'arrive entre les mains, il y a déjà un design qui est quand même à peu près prédéfini? Effectivement, on a des données d'entrée, donc par exemple un plan de forme aéro, donc il va y avoir des discussions sur ce sujet-là. Et moi, mon rôle, c'est de faire une architecture, de conceptualiser l'architecture pour qu'elle réponde à toutes les exigences. Donc, de base, on part un peu de zéro, mais on s'appuie quand même sur un savoir-faire qui nous permet de définir l'architecture au mieux. Donc, on se repose quand même sur quelque chose de base. Merci beaucoup, Marin, pour cet échange. Merci à toi, Elodie. On vient changer d'endroit et ça sent bon puisqu'on se rapproche de plus en plus de l'atelier et des pales. Mais avant ça, j'aimerais que l'on parle avec Nicolas et que l'on parle aussi de son métier. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter? Donc moi, Nicolas, je suis chef de projet d'industrialisation. Et donc le job de l'industrialisation, si tu veux, c'est passer des designs. On a vu Marin arabe, donc qui conçoivent les pièces. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la fabrication, jusqu'à la livraison client. Et ça, c'est le rôle de l'industrialisation. C'est trouver les méthodes de fabrication, trouver les fournisseurs, trouver les outillages, trouver tout ce qu'il faut pour fabriquer la pièce, comment on va la faire, comment on va la contrôler, jusqu'à la livraison. Et t'es tout seul à faire ça? Non, alors on a toute une équipe d'industrialisation. Moi, je suis chef de projet sur un projet particulier d'industrialisation. Je travaille principalement sur les démonstrateurs, la fabrication des démonstrateurs de vol d'Airbus, et notamment le City Airbus Next Gen, qui a été présenté au Salon du Bourget, tu l'as sûrement vu. Je veux bien que tu nous refasses une petite présentation, si tu le veux bien. Bien sûr. Donc le City Airbus Next Gen, c'est le projet de drone taxi d'Airbus. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer ce démonstrateur de vol. Et donc l'idée, c'est de se positionner sur le marché des taxis aériens. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dedans. Il y en a plein qui sont présentées, par exemple, au Salon du Bourget. Airbus a déjà fait décoller un drone taxi, le City Airbus, le premier. Et donc là, on a appris beaucoup de choses sur ces premières campagnes de vol. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on tire bénéfice de tout ce qu'on a appris pour développer le nouvel appareil, qui est le Next Gen, et sur lequel on travaille aujourd'hui. Et nous, spécifiquement, à Paris-Le Bourget, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur la conception des pales de ce drone-là, donc les hélices. Et là, aujourd'hui, on est au stade des fabrications pour livrer, cette année, livrer les pales sur la ligne d'assemblage de l'appareil en Allemagne. Et alors, comment tu as rejoint Airbus Hélicoptère? Quel est ton parcours? Alors, moi, je suis arrivé en stage de fin d'études, en sortie d'une école généraliste, avec quand même une dominante génie industriel. J'avais toujours envie de rejoindre Airbus, en tout cas travailler dans l'aéronautique. Les projets City Airbus, c'est des projets que je suis depuis des années. Et là, j'ai vu une offre de stage sur le site d'Airbus qui s'est ouverte justement ici à Paris-le-Bourget sur l'industrialisation, donc qui cochait toutes les cases de ce que je cherchais pour mon stage. Et donc, j'ai fait ce stage de fin d'études et j'ai été embauché à la fin du stage. Ce qui est assez sympa, c'est que je suis arrivé en même temps que Marin, qu'on vient de voir. Et on travaille sur le même projet de pale City Airbus. Et donc, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Au début, on était 100% sur le design, les spécifications. Essayer de comprendre ce qu'on allait faire, combien de pales par rotor, quelle dimension, quelle masse. Et puis on a fait la transition vers la production. Et aujourd'hui, on en est à la fabrication. Donc là, on a vu toute la partie bureau d'études, avec le dimensionnement, la partie calcul, la partie design, et avec toi, la partie industrialisation. Et après, quelle est la grande étape? Le but de l'industrialisation, c'est vraiment de mettre en place le système de production, donc avec les moyens, les outillages, l'approvisionnement matériaux. Donc c'est ça qui est aussi hyper intéressant dans ce métier, c'est que tu vas parler avec évidemment le bureau d'études qu'on a vu tout à l'heure, avec la production, et puis avec les achats, avec les fournisseurs, avec des outilleurs, avec des préparateurs de travail. Tout ça, l'objectif au final de l'industrialisation, surtout du chef de projet d'industrialisation, c'est qu'à la fin, on ait un système industriel qui permette de fabriquer les pièces correctement, à bonne qualité, à bonne cadence, par rapport à ce qui est attendu. La fin d'un projet d'industrialisation, c'est quand on lance une production en série et que ça tourne. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Donc Elodie, maintenant on a vu le bureau d'études et maintenant je te propose de passer à la deuxième étape qui est de rentrer dans le monde des essais. Donc ici on a André qui t'attend et il va te présenter tous les tests qui sont faits ici pour venir qualifier
le travail qui a été fait par nos ingénieurs. Donc je te laisse avec André. Bonjour André. Bonjour. Je suis chez Airbus depuis 1 an et demi seulement et je suis responsable du laboratoire. Quelles sont tes missions au quotidien chez Airbus Hélicoptère? J'ai deux parties, donc partie extensométrie et un autre vraiment le banc des essais. Donc extensométrie, c'est ça que j'ai dans la main ici. Je vais équiper de jauges de contrainte et aussi des jauges les sondes de température pour pouvoir savoir les efforts qui passent dans ma pale. Donc ça, c'est fait d'un côté. Ça fait aussi pour les pales de vol, comme pour les essais que je fais en interne. Et de ce côté-là que vous voyez derrière moi, c'est les bancs d'essais où je vais vraiment mettre mes pales. On appelle tronçon, donc parce que je coupe, je n'utilise pas la pale en entier. Je les mets sur mes essais, sur mes bancs, et là, je vais pouvoir estimer la durée de vie de la pale. Est-ce que tu me disais tout à l'heure, quand tu m'as expliqué un petit peu ton travail, tu me disais que c'était une véritable horlogerie? Oui, c'est ça. Parce que ici, on voit, dans cette partie-là, on peut mettre, ça arrive à 8 jauges. Donc c'est vraiment des sutures, des câbles de 0,2 mm, avec des sutures entre 2 mm, il faut avoir deux sutures qui soient bien écartées l'une de l'autre, parce que bien sûr, sinon ça fait le court-circuit. Donc tout ça c'est fait vraiment, et après tout ça il y a la partie masquage qui est protection des câbles, parce que comme elles vont voler, il faut les protéger de l'humidité, des températures, tout ça. Donc c'est très minutieux. C'est très précis, ouais. C'est vous qui faites ça aussi? Tout est fait en interne, c'est ça. Tu nous as parlé d'un premier type d'essai. Est-ce que tu peux nous parler des autres types d'essais qu'il y a justement derrière nous? Il y a à la fois des essais mécaniques et électriques. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça. J'ai plusieurs taille de banc, donc je peux adapter à mon besoin. Donc je mets des forces centrifuges, je mets de traction-torsion comme l'essai, le premier essai qu'on a ici. Je peux faire des battements, de la traînée, ou c'est que la pale voit dans sa vie quotidienne. Quand vous faites les essais, vous allez vraiment jusqu'à la rupture de la pale? C'est ça qu'on veut toujours casser. Pour les voir techniciens ils sont toujours contents quand ça casse. Et les bureaux d'études aussi, parce que là, on sait vraiment jusqu'où la limite max. Limite, on peut aller. Ok. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous détailler les 4 types d'essais que tu es amené à faire? Oui, bien sûr. Donc, ce que je fais, c'est le périodique. Un des premiers, ça veut dire je prends une pale une fois à chaque X temps qu'elle sort de la prod et je vais les tester pour voir si la qualité est toujours à la hauteur. J'ai fait aussi des essais de support à la prod. Donc la production, il a un petit problème. Je viens ici pour valider cette extension de la qualification que j'ai faite au début. Et je fais aussi la qualification. Donc ça veut dire un nouveau appareil, un nouveau moyen. Je viens et je vais le tester pour voir jusqu'où je peux y aller, combien de heures à la fin la pale elle peut accepter. Tu fais ces essais à la fois pour le rotor principal et aussi pour le rotor arrière? C'est ça, les deux. Et même, on va un peu plus loin, tous les parties composites. Je peux tester une autre chose, d'autres types de composites aussi. Comme quoi? Comme le hub, la partie centrale où les pales vont s'encaisser, les manchons. C'est aussi une partie de la pale, mais ce n'est pas la pale elle-même. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est organisé ton laboratoire d'essai? Oui, donc en première partie, j'ai la partie extensométrie. Donc c'est là qu'on va équiper de jauges nos pales, bien sûr pour mes essais, mais aussi pour les pales de vol. Donc pales de vol, ça veut dire vraiment que je vais instrumenter des jauges, ça va voler et je vais avoir plein d'infos d'acquisition. Et c'est là qui va alimenter mon bureau d'études, qui va me donner les charges pour faire après mes essais. C'est ça qu'on voit derrière moi, les efforts sont issus de la pale de vol, qui c'est moi aussi qui participe dans l'extensométrie. D'accord, et en fait c'est ces données que tu auras récupérées du vol que tu vas ensuite exploiter pour appliquer les contraintes pour les essais de fatigue, notamment de tension, torsion, traction. Mon bureau d'études va me dire dans la section telle, j'ai besoin de tant d'efforts, et ainsi de suite. Merci beaucoup pour cette présentation André. Bienvenue dans le bâtiment, on était à l'extérieur tout à l'heure, maintenant on est au cœur de la production. Donc concrètement ici, on divise le site en 4 unités. Donc une première unité qui va faire des pièces simples, c'est toutes les petites pièces constitutives d'une pale, donc qui va alimenter la deuxième unité qui est l'unité de moulage, sur laquelle on va venir faire réellement la pale, la draper, la cuire et enfin l'ajuster et l'équiper.
Et enfin, on ira derrière sur l'unité finition, donc on va venir peindre et équilibrer nos pales. Combien de temps ça prend en tout de produire, de fabriquer une pale en moyenne? C'est difficile à dire parce que si on part de la petite pièce, elle peut être produite très longtemps en avant. Mais si on parle de l'unité là, on est à peu près sur un mois. Okay. On va partir sur un mois. Pale entière. Sur une pale finie. Oui. Donc là, on se dirige vers l'unité moulage. Donc l'unité moulage, on va recevoir des tissus prédécoupés de carbone. On a la résine qui est déjà dans les fibres ou qu'on va amener par des moyens d'infusion ou d'injection. Et on va venir fermer un moule, mettre sous pression et monter en température. Donc c'est pour ça qu'on dit on cuit la pale. Ça va venir fondre la résine. Tout ça va se figer dans ce qu'on appelle la pale nue. Donc la pale nue, c'est une pale qui n'est pas peinte, qui n'est pas équipée. Une fois qu'il y a cette pale, on va venir la contrôler sa santé. On utilise des moyens de radiographie principalement, que ce soit des scanners ou de la radiographie simple. C'est la même application que l'imagerie médicale. Et on va venir contrôler la santé de notre pale. Il faut vérifier que les plis, donc c'est chaque couche de carbone, adhère bien avec la précédente et qu'il n'y a pas de porosité, donc des bulles d'air qui pourraient engendrer des défauts sur la pale, qui pourraient à la fin créer une rupture. Et on n'a pas le droit d'avoir ce genre de défaut puisque c'est une pièce critique. Critique, ça veut dire que si elle casse, l'appareil malheureusement il va au sol. Donc là on est au cœur de l'unité de moulage et donc ce que je te propose c'est qu'on aille voir deux compagnons qui vont t'expliquer à la fois leur métier, leur parcours, mais aussi les qualités et les compétences qu'il faut pour être un bon mouleur de pales chez Airbus Hélicoptère. Avec plaisir. Bonjour Tony, bonjour Raquel, enchantée. Alors est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter dans un premier temps? Bien sûr, du coup moi c'est Tony, donc je travaille en tant que mouleur pale d'hélicoptère chez Airbus depuis 7 ans. Donc on commence par le moulage, ensuite ragréage et équipement de la pale, avant qu'elle aille en radio puis à la peinture. Et nous notre mission c'est de la fabriquer avec toute la qualité qu'on nous demande, les réglementations avec la sécurité aussi bien sûr, des vols et de nous. Donc après le parcours, avant j'étais dans l'alimentaire. Par la suite, par le biais de famille, on m'a orienté dans l'aéronautique, ça m'a intéressé. J'ai fait un bac pro aérostructure du coup, sur 2 ans, et chez Airbus Hélicoptère, et après une embauche, et après de l'évolution, et voilà. Donc tu as fait de l'alternance en fait pendant ton bac pro? 2 ans, ouais. Et toi Raquel, est-ce que tu peux nous dire quel est ton job au sein de Airbus Hélicoptère? J'ai un peu moins d'expérience que Tony, moi ça fait 2 ans que je suis chez Airbus. Et moi par contre je travaille sur le moulage de la H145 depuis maintenant 1 an et demi que je suis à ce poste-là et voilà. Et quel est ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Alors moi pareil, c'est de la famille qui m'a orientée vers l'aéronautique, j'avais de la famille qui travaillait dedans. Depuis assez jeune ça m'a intéressée quand même plus ou moins. Et j'ai commencé dans une autre boîte de l'aéronautique, ça m'a intéressée et je suis arrivée du coup chez Airbus il y a à peu près 2 ans et je suis embauchée depuis à peu près 1 an. Et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui au sein de Airbus Hélicoptère dans le cadre de votre métier? Déjà le produit sur lequel on travaille qui a de la valeur et qui est quand même... c'est une belle machine quoi, un hélico ça vole, c'est sympa. Et c'est grâce à vous aussi que ça vole? Oui, pas que, tout le monde, toute l'équipe, bien sûr. Moi c'est un peu pareil, c'est le côté de se dire qu'on est sur une pièce vitale, ouais. Sur des pièces vitales de l'hélicoptère et du coup c'est vraiment grâce à nous du coup que ça vole. Enfin, même là actuellement il y a le salon du Bourget, quand on les voit voler on se dit ouais c'est vraiment grâce à nous et ce qu'on fait ça a une vraie importance, et puis ça a une importance sur la sécurité des vols, tout ça, donc ouais on sent qu'on a une importance dans ce qu'on fait, donc c'est une entreprise qui a de la valeur, donc on y est fiers, franchement. Vous avez la possibilité d'évoluer sur un autre type d'appareil. Tu es sur NH90 par exemple, si tu souhaites passer sur... On peut évoluer en interne, après il faut de la volonté, motivation et être rigoureux dans ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vachement évoluer, que ce soit sur d'autres lignes et même au niveau un petit peu des responsabilités. Et ça c'est vraiment bien. On sent qu'on peut se donner à fond pour quelque chose, on sent qu'on est reconnu dans ce qu'on fait, donc ça c'est sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe le moulage d'une pale? Oui, alors bon, là on est sur la pale du coup H145 qui est... toutes les pales ont leur particularité.
Là, ici au sein du moulage, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit en fait les plis que vous voyez là-dessus, qu'on prépare auparavant pour pouvoir mouler, donc de différentes façons. Il y a de la colle qui est dessus, enfin, on les travaille de façon à ce qu'ils soient prêts pour le moulage. Et une fois que notre moule il est comme là, il est ouvert, on va venir en fait mettre tous les plis et tout ce qu'il y a dans la pale en fait à l'intérieur du moule. Donc il y a les plis, il y a de la mousse, du tissu de verre. En fait. Exactement, il y a du tissu de verre, du tissu de carbone, il y a différentes matières. Et une fois que du coup tout est dans la pale et qu'on a tout ce qu'il faut dans la pale, on vient fermer notre moule. Et ensuite, en fait, on a plusieurs contrôles qui sont faits, contrôle de vide, en fait, on teste si on a un bon vide à l'intérieur du moule, un contrôle de pression, enfin, il y a vraiment plusieurs contrôles. Et ici, on est sur une pale assez particulière parce qu'on est sur une pale en injection. Donc, en fait, au bout d'un certain temps, on vient en fait injecter de la résine à l'intérieur pour qu'on puisse du coup avoir notre pale à la fin. Elle permet quoi cette injection de résine? En fait, elle permet tout simplement de venir imprégner les tissus parce que là, on est sur des tissus qui sont dits secs comparé à certaines autres pales. La résine va venir imprégner tous les tissus, toutes les couches en fait qu'on a mis de tissu auparavant pendant le moulage. Une fois que la résine est du coup injectée, que là encore il y a eu plusieurs contrôles au niveau de l'injection, on lance ce qu'on appelle une polyme. Donc c'est comme si c'était un four effectivement où en fait on envoie une chauffe à l'intérieur du moule qui va en fait venir cuire en quelque sorte cette résine là. Toutes ces couches dont tu nous as parlé, ces plis que vous allez déposer, vous faites tout comme ça à la main Oui, enfin, là on est au moulage, mais avant ça, il y a déjà 3-4 postes auparavant où en fait on a découpé les tissus à la bonne taille, on les a empilés, on les a fait chauffer pour qu'ils prennent exactement la forme qu'on veut leur donner. Donc c'est quand même un travail qui vient déjà d'avant. Et finalement, ça reste un travail aussi artisanal. Exactement. Pour le coup, oui, c'est le cas de le dire. Tout est fait à la main par nous du coup. Mais merci pour ces explications. Merci à vous. Alors Tony, toi tu nous as dit que tu travaillais pas que au moulage, en fait tu as 2 missions. C'est ça, donc on a le moulage ici du coup, après on va dans la cabine de ragréage. C'est là qu'on vient faire les mises à largeur, enlever l'excédent de colle et faire des perçages pour mettre les calibres qu'on doit mettre dedans à l'équipement. Donc on a des frésurages à faire, des ouvertures de trappes. Pour équilibrer le poids de la pale, les clients viennent mettre des poids au bout de la pale pour pouvoir faire leur équilibrage pour éviter les vibrations en fait. Et à la suite on vient aussi coller sur ce type de pale et sur d'autres une tresse de métallisation pour la continuité électrique. Et on vient faire des soudures, des collages à base de résine, d'imprégnation de tissu de verre, de carbone. Et donc tout ça après pour que cette pale là soit contrôlée et qu'elle aille être usinée dans une machine pour, au niveau des douilles d'attache pour que la pale vienne s'accrocher à l'hélicoptère. Et ensuite ça va dans un contrôle dans une cabine RX et dedans ils voient toute la structure de la pale et voir s'il n'y a pas eu de corps étranger d'oublié dedans pendant le moulage, voir s'il n'y a pas de torsion au niveau des écheveaux et tout ça après au final pour que la pale suit son chemin en peinture. Nous, notre mission c'est le moulage et jusqu'à livrer la pale en peinture. Ok, très bien. Voilà, et arrivé à la peinture, c'est une autre cellule qui s'occupe de la peinture, de l'équilibrage et après que c'est envoyé à Marignane où ils font l'assemblage d'hélicoptère, c'est ça. On a vu maintenant la partie moulage. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille voir la partie d'après. Donc on appelle chez nous la finition, donc qui se déroule en 2 voire 3 grandes étapes. Donc la première étape, c'est la peinture de la pale et la deuxième étape, c'est l'équilibrage de la pale. Alors quand on dit peinture chez nous aux pales, c'est un métier très particulier parce que la peinture participe à l'équilibrage de la pale. Juste pour te donner un ordre de grandeur, la pale, quand elle tourne, elle pèse à peu près 40 tonnes. Donc les grammes de peinture influent sur le comportement dynamique de la pale et donc il faut l'équilibrer. L'équilibrer, ça veut dire charger plus en peinture devant, derrière, en pied de pale ou en bout de pale pour s'assurer du bon comportement dynamique de la pale. Donc c'est pas juste peindre, c'est peindre et équilibrer à la fois. Par la suite, on va prendre la pale, la mettre sur un système de 3 balances et on va regarder tout le poids évidemment, mais aussi les moments de la pale
Et là, on a un système de masse à l'intérieur sur lequel on va pouvoir jouer. On peut en mettre plus ou moins. Et à la fin, une fois qu'on a joué, on atteint la pale dite parfaite ou référence. Ça suffit pas. On a une troisième phase qui est l'équilibrage dynamique, qui se passe pas exactement sur ce site, qui se passe de l'autre côté de l'aéroport, où on a des faux rotors, entre guillemets, qui vont faire tourner les pales pour vérifier leur comportement dynamique. Et à partir de là, on va pouvoir encore une fois jouer avec les masses sur leur répartition au niveau de la pale pour les équilibrer dynamiquement. Ben voilà, on arrive à la peinture, donc je te présente Kantara, qui est peintre chez nous et qui va pouvoir t'expliquer le métier et son parcours pour arriver chez nous. On va commencer par le parcours. Comment on devient peintre? Comment on devient peintre? En faisant des formations. Et puis moi, je suis rentré en tant que peintre à préparation, tout ce qui était préparation, composite, mastic, cellophère. Je suis rentré, j'étais d'abord au pal arrière. Donc du coup, après, je suis venu au pal principal. Donc du coup, ici, on applique tout ce qui est pal préparation de surface et application de peinture. J'ai eu un CAP peinture. Ensuite, je suis rentré ici en tant qu'intérimaire, qui effectue un contrat de 18 mois d'intérim. Ensuite, j'ai débauché sur un CDI. Et ça fait bientôt 20 ans maintenant que je suis dans la boîte. Alors si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grandes étapes pour peindre une pale? Bah oui, il faut vous expliquer ça, pas de problème. Vous pouvez me suivre? Oui, bah avec plaisir, c'est parti. Alors ici, nous avons plusieurs étapes. Tout ce qui est déjà, je vais vous montrer l'arrivée des pales principales. Alors là, je vous montre l'arrivée de tout ce qui est pale principale qui arrive de tout ce qui est type moulage et type série. D'accord. Les pales sont emmanchées ici avec des outillages. Vous voyez, la pale est très bien fixée. Une fois qu'elle ne bouge pas, nous, on peut ensuite la désaxer. Voilà, voyez. On peut travailler dessus sans problème. Elle tourne des deux côtés, sans problème. Voilà. Donc du coup, là, maintenant, on a un nouveau système qui est ponçage de la pale au grain 180 qui est effectué avec le robot. C'est un tout nouveau système qui est chez nous depuis maintenant 2 ans, qui fonctionne très bien. Donc du coup, le robot fait les 80% du travail automatique et nous, on fait tout ce qui est finition manuelle. Ensuite, nous, on procède à l'étape suivante qui est préparation de la pale. Alors, je vous montre. Alors voilà, je vous montre. Il y en a une là qui est toute prête. Très bien. Alors là, le robot, vous voyez, a fait la moitié du boulot, tout ce qui est ponçage des deux côtés. Et nous, on n'a plus qu'à finir les parties manuelles que le robot ne peut pas atteindre avec ce bras parce que forcément, ça c'est nous qu'on doit finir ça. Donc, ça permet de faire quoi de poncer la pale? En fait, ça donne une accroche parce qu'en fait, certains, vous voyez là, le tissu est un peu brillant. Donc du coup, on ne peut pas appliquer nos produits dessus parce que sinon, ça risque de craquer avec le vol, du coup, les vibrations. La peinture risque de s'écailler. Donc du coup, on fait un ponçage sur la pale. Du coup, on applique tout ce qui est mastic, cellophère, et ensuite la peinture. Alors là, je vais vous montrer mes collègues. Si vous le voyez là, là on a appliqué le mastic, c'est ce qu'on appelle le mastic époxy, le mastic bleu. D'accord. Qui est un ancien produit qu'on utilise depuis un bon bout de temps à la Courneuve. Donc maintenant, une fois qu'on a appliqué ce mastic, il y a une étape qui suit après. La pale, on la ponce, on la peint en peinture verrotant. Ensuite, la pale est remastiquée d'une autre manière. Vous voyez là que mon collègue est en train de poncer. On mastique cellophère. Voilà. Donc là, c'est mastic UP Spartan maintenant. Cellophère, c'est l'ancien modèle. Et ça sert à quoi? Ça sert à boucher les pores. D'accord. Parce qu'on applique le premier mastic bleu qui rentre dans les pores. Et ensuite, on applique un autre mastic, l'UP Spartan maintenant, qui bouge bien les pores. Complètement pour qu'après, la pale vienne en finition. Puisqu'ensuite, là, c'est la phase du peintre. Et là, je vais vous montrer la phase finale. Ça, c'était la phase préparation. Préparation pour la peinture. Préparation avant peinture. Avant finition. Donc là, comme vous voyez, mes collègues, vous voyez, font tout ce qui est finition. Donc c'est de la peinture avec un pistolet? C'est de la peinture à pistolet qui est réglée avec une certaine pression. C'est de la peinture qu'on applique sur les pales de type sur les deux surfaces. Il y a 7 types de peinture et les nouvelles pales qu'on fait type GRC, qui sont des bases à l'eau. Et donc il y a des endroits, je vois, où vous ne devez pas peindre? Oui, parce que c'est des zones qui sont définies, où il y a des zones visu qui est demandé par rapport au client.
il y a des zones où on prend toute la surface de la pale, il y a des zones qui sont cachées où on doit faire une certaine visu sur le type de la couleur que les clients souhaitent. Merci beaucoup pour cette présentation. Derrière, j'espère que ça a été. Super. Oui. Bonjour Léna. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton métier au sein d'Airbus Hélicoptère? Donc moi je suis ajusteur monteur à l'équilibrage des pales arrière. Ça consiste tout simplement à mettre les pales tout au même moment pour que ce soit stable sur l'hélicoptère. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Je suis rentrée au lycée Henri Potès de Méholt, qui est dans la Somme. J'ai fait un bac pro technicien aérostructure sur 3 ans. Donc 2 ans théorie et la dernière année en alternance. Suite au Covid, ils nous ont pas repris derrière. Donc moi directement j'ai cherché à trouver de quoi travailler dans l'aéronautique. Donc on m'a proposé Airbus et hélicoptère à Duny. Donc j'ai tout de suite posé ma candidature. J'ai été prise à l'équilibrage des pales arrière. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment tes missions, peut-être nous les illustrer? Donc nous on a plusieurs types de pales. On fait vraiment l'équilibrage de toutes les pales arrière. Donc là on a les nouvelles pales qui viennent d'arriver d'Allemagne. Donc je suis partie en Allemagne pour apporter le boulot ici. Donc là par exemple sur les nouvelles pales allemandes, donc les H145 T2. Donc voilà, donc là on vient les équilibrer grâce à cette machine. C'est un système 3 balances. Donc là il y a une balance, une là, une là, qui viennent. Donc là je viens positionner ma pale. Ensuite je ferme le. En fait c'est très sensible. Donc si on ne ferme pas, le vent peut faire bouger le. Et faire fausser l'équilibrage. Voilà exactement. En fait. Donc là je viens descendre. Donc ça va se positionner sur les 3 balances. Et ensuite à l'ordinateur ça va m'afficher la masse à mettre dedans. En fait, il faut que les pales aient toutes le même moment. En fait, ici, on parle en moment. Par exemple, la pale, elle peut faire 2 grammes de plus sur une autre pale, mais en fait, elles ont le même moment. Et c'est ce qui compte. Donc nous, c'est que l'équilibrage statique. Dynamique, il n'y a pas d'équilibrage dynamique sur les pales arrière. C'est que sur les grandes pales. Merci beaucoup Léna pour ces explications. Moi je suis Jean-Marie Parisi, donc je suis un pur produit cournevien. Donc avant on était à la Courneuve, maintenant on est à Paris-le-Bourget. Voilà, donc ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur le site. J'ai fait 10 ans au bureau d'études pour la série, la réparation, la recherche et l'innovation. Je travaille en Allemagne aussi. Et maintenant je travaille pour le Customer Support, je suis un expert du Customer Support. Donc le Customer Support, il est un peu à la confluence du bureau d'études, sous toutes ses formes, le design, le calcul, les matériaux, et aussi bien on va dire de la production, mais sous ces 2 formes aussi, qui vont être la réparation et la série, et finalement les clients. Donc nous, finalement, on est un peu à la confluence de ces 3 entités, et finalement, on permet aux clients de récupérer des informations techniques et matérielles qu'on leur fournit, et nous, en contrepartie, on prend Voice of the Customer qu'on retransmet à l'industrie. Donc là, les 2 premières travées qu'on a ici, ce sont les travées qui sont liées pour le MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, donc c'est vraiment la réparation. On fait dans cette première travée, ça c'est ce qu'on appelle le 4e degré, ce sont les plus hautes réparations qu'on peut faire sur les pales et c'est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que ici qu'on peut les réparer, nowhere else, nulle part ailleurs dans le monde, donc c'est vraiment de la chirurgie à cœur ouvert et c'est ce que je vais te montrer, on a des exemples ici, on peut y aller comme ça. Donc là voilà, ça c'est cette réparation 4e degré, voilà, donc l'idée, je te parle un petit peu des réparations et je te montrerai après la structure des pales. Donc ça typiquement c'est le genre d'endommagement qu'on pourrait avoir, donc c'est vraiment un gros endommagement, ça peut être un choc balistique, on voit que les remplissages sont endommagés, et ça c'est le genre de réparation qu'on pourrait faire. Donc là c'est quoi cette matière? Alors ça c'est du Nomex, c'est du nid d'abeille, donc on voit bien, hein, ça a la géométrie, donc ça a très bonne propriété dans l'axe des cellules, et dans l'autre sens c'est relativement faible, mais c'est pas ce qu'on lui demande ici. Ça c'est 24 km3, donc c'est quelque chose qui est très aérien, et c'est ce qu'on va demander justement dans une structure légère aéronautique, c'est d'être très léger. Donc on met des matériaux très légers au cœur, donc on appelle ça l'âme, le remplissage, et à l'extérieur on met des matériaux très performants. On va mettre du carbone, de la résine époxy qui va donner de la rigidité, et c'est justement cet effet sandwich qui va donner la rigidité et la stabilité. Et finalement on se retrouve avec des structures qui sont vraiment très légères. Une pale comme celle-là, il y a à peu près 40 tonnes de force centrifuge dessus, donc c'est un smear-morgue plein qui est pendu à chacune des pales. La portance ça va être 2,5 tonnes. Et une structure comme ça, une pale comme ça pèse 100 kg. Et ça, c'est une pale de quel type d'hélicoptère? Super Puma K1. Donc, excuse-moi. Ouais, exactement. Voilà. Donc c'est des pales d'assez ancienne génération, mais voilà, c'est des pièces qui durent assez longtemps. Un hélico comme ça peut durer 40, 50 ans, et on a des pièces qui reviennent, qui ont plus de 40 ans, d'où l'importance de bien suivre
tout le cycle de vie de la pale pour justement assurer la maintenance et la sécurité des vols aussi. Tout à l'heure, tu parlais de l'overhaul en moyenne. Alors, je pense que ça dépend des machines, mais en moyenne, l'overhaul pour une pale d'hélicoptère Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas vraiment d'overhaul sur nos pièces, parce que ce qu'on entend par overhaul, ça va être une révision. On va dire, par exemple, tous les 1000 heures, il faut changer cette pièce. Non, nous, c'est pas ça. La pièce a une durée de vie, c'est 20 000 heures de durée de vie, mais il n'y a pas d'overhaul. On ne va pas dire, allez, il faut remplacer ça tous les 1000 heures. Non, c'est on condition, c'est-à-dire qu'on va checker, par exemple, tous les 500 heures, et si c'est bon, on continue de voler. Si c'est pas bon, on vient justement dans le circuit MRO. Donc ça peut être très bien dans le monde entier. On a tout un réseau qui est très connu, qui est assez maîtrisé. Et donc faire des petites réparations dans le monde entier, mais si ce sont des grosses réparations, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Je te montre juste cette structure-là qui est assez intéressante et qui est assez emblématique de la marque. C'est la pale de l'écureuil. Donc c'est vraiment plus petite là. Elle est beaucoup plus petite. Donc là, les efforts, pour te donner à titre de comparaison, on va avoir 15 tonnes de force centrifuge à peu près. On va avoir 700 kg, 800 kg de portance au décollage, MTOW, Maximum Takeoff Weight. Donc il n'y a pas de facteur de charge encore, ce n'est pas des virages à forte inclinaison, c'est déjà au décollage. On a à peu près 800 kg de portance là-dessus. Et après, la masse d'une pale comme ça, c'est 32 kg. Ah oui. Donc c'est quand même pas beaucoup. Oui, par rapport à... Ce sont vraiment des matériaux fabuleux et on a la chance ici sur le site d'avoir une compétence, une connaissance du composite qui est assez unique. Ça fait 40-50 ans qu'on fait du composite et surtout de la fatigue sur les composites. Là tout ça, c'est du composite? Alors voilà, composite, ça veut dire un mélange de matériaux. Donc ça peut être de l'alu avec de la colle et de la mousse. Mais souvent, aujourd'hui, quand on parle de composite, on attend plus de l'époxy, de la fibre de verre et de la fibre de carbone. Cette pale, elle est assez emblématique. La force du composite, c'est de mettre de la fibre dans la direction où on en a besoin. Donc typiquement, si on a de la force centrifuge, donc une force axiale comme ça, on met de la fibre dans le sens de la force centrifuge. Donc on a de la fibre comme ça, c'est le longeron. Et après, typiquement, tout ce qui va être autour, on va avoir ici un bobinage qui est incliné au départ à près à 45 degrés pour reprendre les efforts de torsion. Des remplissages en mousse, des revêtements, et c'est relativement simple. Et là, c'est le bord d'attaque, là, en fait. Exactement, c'est le bord d'attaque. Et donc, comme finalement nos composites à fibre de verre et époxy ne sont pas très résistants à l'érosion, on vient coller par-dessus des protections métalliques, là, qui peuvent être en inox, en titane, et c'est collé. Donc ça tient uniquement par collage. Donc on a une sacrée technologie, une sacrée connaissance aussi sur le collage du métallique sur le composite, parce que là, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de redondance. Voilà, puis en extrémité, on a un support de masse qui est là pour équilibrer, pour que toutes les pales finalement se ressemblent le plus possible au vu du rotor, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui est en jeu, et l'idée c'est d'éviter les vibrations. Donc comme un pneu de voiture qu'on vient ajuster comme ça, donc ça c'est plutôt du balourd, c'est massique uniquement. Nous on a des phénomènes aéroélastiques qu'il faut aussi corriger pour que voilà, c'est une grosse force aussi de notre société, c'est d'être capable de fournir des pales une à une. C'est-à-dire que si le client il habille une pale avec une porte de hangar, nous on lui en envoie une, il peut monter voler. Donc là c'est vraiment une très grande force chez nous, c'est d'assurer la mixabilité et l'interchangeabilité. Voilà, tu sais à peu près tout. Ah, c'est passionnant, merci pour ces explications. Je viens de finir la visite de l'usine, je me suis déséquipée, mais ce n'est pas encore la fin de la vidéo. Avant ça, j'aimerais vous faire un petit point RH. Et pour ça, je suis avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, Nathalie Omarini, je suis responsable ressources humaines du site. Est-ce que Airbus Hélicoptère au Bourget recrute? Bien sûr, nous avons des dizaines de postes à pourvoir. On a vraiment ici tous les types de métiers. On est sur à la fois la conception, l'industrialisation, la fabrication, le support à la clientèle. Donc on a des postes à pourvoir sur tout type de métiers, donc que ce soit des postes d'agents de fabrication, mais aussi de techniciens ou d'ingénieurs. Notre besoin le plus important actuellement, c'est vraiment sur les postes de fabricants de pales d'hélicoptères en matériaux composites. Donc chez nous, on appelle ça des agents composites. Donc ce sont des personnes qui ont des profils de mouleurs, stratifieurs, drapeurs, d'usineurs, d'ajusteurs. J'ai beaucoup de jeunes qui me regardent, donc des jeunes qui sont encore à l'école, encore en formation et qui recherchent des stages, des alternances. Est-ce que vous en prenez ici? Bien sûr, nous en avons une quarantaine chaque année sur le site et à la fois sur des postes d'apprentissage et de stage bien entendu. On a aussi en fait tout un parcours de formation ouvert à des profils en reconversion, donc des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui cherchent vraiment à se réorienter. Pour cela en fait on travaille avec les agences d'intérim et donc les personnes
personnes peuvent postuler directement auprès des agences d'intérim sur donc nos postes d'agents composites et on leur propose une formation de 3 mois théorique en centre de formation et de 4 mois formation au poste, donc en contrat d'intérim. Et ensuite, on enchaîne avec un contrat d'intérim plus long, voire une intégration en CDI chez nous. Qu'attends-tu d'un futur candidat ? Alors, dans l'aéronautique, ce qui est très important pour nous, c'est la sécurité des personnes, donc quand elles travaillent à leur poste de travail, et la sécurité des vols. Donc, on va chercher des personnes avec vraiment de la fiabilité, qui ont des valeurs de travail en équipe, de respect, qui sont consciencieuses et qui ont ce goût pour l'aéronautique, cette passion. Où peut-on retrouver toutes ces offres d'emploi, mais aussi peut-être d'alternance, de stage dont tu nous as parlé? Alors, toutes les offres d'emploi et d'alternance et de stage sont sur notre site carrière Airbus. Et par contre, pour les parcours en reconversion, c'est auprès des agences d'intérim qu'il faut postuler directement. Merci beaucoup Nathalie. Merci à toi d'être venue sur le site aujourd'hui et de contribuer à faire connaître mieux nos métiers auprès des jeunes. J'espère que cette vidéo YouTube avec Airbus Hélicoptère vous a plu, que ça vous a permis de découvrir ou d'en savoir plus sur la fabrication des pales d'hélicoptères. Et en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.